Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de statistiques en secondaire 2. Donc ça va être une vidéo assez rapide, on va seulement voir la théorie la plus pertinente de secondaire 2. Les statistiques, c'est vraiment pas le plus grand chapitre en secondaire 2, c'est juste un chapitre que c'est important d'avoir certaines notions de base, surtout dans la vie courante. Ok, donc, population versus échantillon. Donc deux mots de vocabulaire qu'il faut savoir en statistique. La population, c'est toutes les personnes ou objets visés dans une étude. Par exemple, on pourrait décider d'étudier les femmes du Québec. On pourrait décider d'étudier les voitures Tesla. Donc ça peut être des objets, ça peut être des personnes. C'est la population qui est visée par notre étude statistique. Un échantillon, c'est les personnes ou les objets qui vont être directement observés ou analysés dans notre étude. Par exemple, si on fait une étude sur les femmes du Québec, on ne pourra pas demander des questions à toutes les femmes du Québec. Donc, par exemple, on pourra en choisir 100 au hasard qui ont répondu à un sondage sur Internet. Même chose, si on étudie, je ne sais pas, la qualité des voitures Tesla, est-ce que les voitures Tesla ont une batterie qui dure longtemps? Bon, on ne pourra pas inspecter toutes les voitures Tesla du monde. Donc, par exemple, ça pourrait être qu'on a recueilli des informations sur 1200 voitures Tesla qui ont été inspectées par les garagistes. Donc, l'échantillon, c'est la partie de la population qu'on va vraiment étudier directement. La population, c'est ce qui est visé par notre étude. Donc, on espère, par exemple, que si je conclus avec 1250 voitures Tesla que les voitures Tesla ont une bonne autonomie de batterie, mais j'espère que cette étude-là que j'ai faite avec les 1200 voitures va pouvoir être extrapolée, les conclusions qu'on va pouvoir les utiliser pour la population en général. Sondage et recensement. Un sondage, c'est qu'on analyse une partie de la population, c'est ça qu'on fait en général. Pourquoi? Parce qu'un recensement, ça coûte vraiment très cher. Donc, c'est rare dans la vie qu'on fait un recensement complet de quelque chose. Je donne un exemple. Statistique Canada, présentement, il embauche 1000 personnes pour préparer le prochain recensement. Ça, c'est 1000 personnes qui vont faire de la gestion et de la supervision pour préparer le recensement. Mais en 2021, quand il va y avoir le recensement, ils vont embaucher 32 000 personnes juste pour distribuer les questionnaires, ramasser les questionnaires, ramasser les informations. Donc, si vous payez 32 000 personnes, plus les 1000, si vous payez 33 000 personnes pour faire le travail du recensement, c'est là que vous voyez que ça coûte vraiment cher faire un recensement. Donc, c'est pour ça que le recensement au Canada, on le fait aux 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus exactement. Je pense qu'avant, c'était aux 4 ans, puis maintenant aux 5 ans, mais bref, on ne fait pas ça souvent. Donc, un recensement, c'est analyser toute la population. On essaie d'aller chercher l'information sur chaque individu dans la population. Dans la vraie vie, c'est rare qu'on fait ça. Donc, par exemple, un sondage sur les opinions politiques pour les prochaines élections, on ne fait jamais de recensement pour ça. On va faire un sondage qui inclut des centaines ou des milliers de personnes. Plus on a de personnes, plus on a d'individus dans notre échantillon, mieux c'est. Le caractère statistique. Donc, c'est le sujet sur lequel l'étude porte. Par exemple, le salaire que gagnent les femmes au Québec. Donc, on peut étudier les femmes du Québec, mais la question qu'on leur poserait, c'est, mettons, quel salaire gagnez-vous? Donc, il faut que ce soit quelque chose de précis qu'on peut évaluer. La capacité des batteries Tesla après 4 ans d'utilisation. Donc, ça aussi serait un sujet précis sur ce qu'elle apporte. Donc, les voitures Tesla, c'est notre population, c'est ça qu'on étudie. Mais qu'est-ce qu'on étudie en particulier? C'est la capacité des batteries, par exemple. Donc, le caractère, il peut être statistique qualitatif. Donc, ça se peut que ce qu'on collecte comme données, c'est des données non numériques, comme la langue parlée ou la couleur des yeux. Il peut avoir des caractères statistiques quantitatifs discrets. OK? Donc, quantitatif discret, c'est que les données que l'on recueille, c'est des nombres entiers. Donc, un nombre entier, c'est par exemple le nombre de frères ou sœurs. Si, mettons, là, ton frère s'est fait couper la jambe parce qu'il y a eu un accident de voiture, c'est vraiment, vraiment, vraiment méchant de ta part si tu vas voir ton frère et tu lui dis « Ah, t'es pas un être humain complet parce qu'il te manque une jambe. » Donc, des données quantitatives discrètes, c'est des données entières. Donc, il ne peut pas avoir de nombre à virgule, c'est des personnes entières ou des objets entiers. Caractère statistique quantitatif continu, c'est que des données numériques peuvent prendre toutes les valeurs. Par exemple, la grandeur de quelqu'un ou la quantité de pluie tombée. Imaginez-vous si la pluie qui tombait, ok, il mouille, il mouille, il mouille, ça monte tranquillement l'eau sur le sol. L'inverse serait vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Imaginez si la pluie c'était comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis à un moment donné, BANG! T'as 1 mètre d'eau qui te tombe sur la tête. Donc si ça tombait en coup de 1 mètre, là, on aurait tout ce qui est tous les bâtiments, tout s'effondrerait. Donc, la quantitatif continue, c'est que ça va continuer. Donc, même chose quand tu grandis pas d'1 centimètre à chaque jour. C'est pas genre pouf, 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 tu grandis à vue d'œil. Ça monte tranquillement, pas vite, de 0,1 mm, de 0,2 mm, de 0,3 mm, ça peut y aller tranquillement. Donc, c'est des données qui peuvent prendre tous les chiffres à virgule. Il n'y a pas de valeur précise obligatoire. Type de diagramme. Vous avez vu le diagramme à bande, vous avez vu histogramme. La différence entre diagramme à bande et histogramme, vous allez plus en parler en secondaire 3, mais en gros, diagramme à bande, c'est des données qui sont discrètes, donc des données qui sont séparées. Et histogramme, c'est des données continues, donc les bandes vont être collées. Diagramme à ligne brisée, si vous avez regardé la bourse, ça monte, ça descend. Même chose dans les hôpitaux, les pulsations cardiaques, là, ça fait pip, pip, pip. Ok, donc ça, c'est le diagramme à ligne brisée. Ça représente bien des choses qui évoluent à travers le temps. Et le diagramme circulaire, c'est un diagramme qui représente bien un total. Donc, tu as un cercle, tu as des portions de cercle, et c'est facile de représenter un total de données en proportion par rapport aux autres données. Donc, ce diagramme circulaire, c'est surtout ça qu'on voit de nouveau cette année. Les sources de biais. Vous allez en parler davantage en secondaire 2, mais n'oubliez jamais d'utiliser votre esprit critique devant des données statistiques présentées dans les médias. Surtout en ce temps de coronavirus, regardez vraiment ce qui se passe dans les médias et soyez critique. C'est très, très, très important. Par exemple, des fois, l'échantillon n'est pas représentatif, donc ils font une étude sur une dizaine de personnes, puis ils disent « Ah, regardez, j'ai donné l'hydroxychloroquine à 10 personnes, puis moi, les 10 personnes ont survécu, fait que l'hydroxychloroquine, c'est vraiment bon pour guérir les gens. » Donc, c'est important de faire des études représentatives d'une population avec un grand nombre de personnes dans notre échantillon. Et parfois, les diagrammes sont faits de manière trompeuse. En Géorgie, aux États-Unis, voici un diagramme qu'ils ont publié dans Twitter. On va regarder tranquillement. Eux ont présenté ceci. Ce graphique représente les counties, donc les régions de Géorgie, qui ont été le plus impactées dans les 15 derniers jours et le nombre de cas à travers le temps. Donc, ça montre il y a eu combien de morts d'hospitalisation dans chacun des régions de cet État-là aux États-Unis. Et là, voici ce qu'ils ont montré. Si votre premier réflexe est de vous dire « Oh, il y avait beaucoup de coronavirus au début, mais on voit que tranquillement, pas vite, ça descend. » Bien, bravo, vous vous êtes fait avoir par le graphique de la Géorgie. Pourquoi? Parce que les dates qu'il y a en bas ne sont pas en ordre chronologique. On voit ici, ça c'est le 28 avril, 27, 29 avril, 1er mai, 30 avril, 6 mai, 4 mai, 5 mai, 25 avril, 2 mai, 7 mai, 26 avril, 3 mai, 8 mai, 9 avril. Donc, ils n'ont pas mis les données dans l'ordre, ce qui visuellement nous donne l'impression que c'est en train de diminuer. Eux se sont défendus en disant non, 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 c'était pas un graphique pour montrer que ça diminue ou pas. On voulait juste montrer quel jour qu'il y en avait eu beaucoup de cas. Ouais, mais il aurait été mieux de le mettre en ordre chronologique. Ils l'ont changé par la suite, mais selon eux, c'était vraiment pas pour induire la population en erreur. Ben non, voyons, personne ne voudrait faire ça, induire la population en erreur. Donc faites attention, c'est le genre d'affaires que vous allez rencontrer dans les médias ces temps-ci. Soyez très critiques. Donc, les sources de biais en statistique, vous allez en parler plus en secondaire 3, mais je vais vous en montrer quelques-unes, surtout cet exemple-là qui était vraiment important. Diagramme circulaire. Chaque secteur de cercle est proportionnel avec l'effectif représenté. Donc, exemple, si j'ai 9 personnes qui ont décidé que la couleur d'auto la plus populaire, c'était le rouge, 9 personnes sur un total de 60, bien 9 sur un total de 60, ça équivaut à 15% des gens qui ont voté ça. Et 15%, si je fais la proportion avec le nombre de degrés dans un cercle, comme il y a 360 degrés, 15% de ça, ça va me donner 54 degrés. Donc, on fait des proportions. 9 sur 60, c'est la même chose que 15 sur 100. C'est la même chose que 54 sur 360. C'est proportionnel, ça représente la même quantité. Donc, s'il y a 10 personnes sur 60, c'est 16,7%.
Et ça équivaut à 60% des gens. 15 sur 60, c'est 25% des gens, donc ça vaut 90 degrés sur un total de 360. Donc, il faut simplement faire une proportion sur le nombre de degrés pour faire notre graphique, notre diagramme circulaire, pardon, le pourcentage et l'effectif, donc le nombre de personnes qui ont voté ça. Rappelez-vous toujours, effectif, c'est le nombre de personnes qui ont voté ça. L'étendue. L'étendue des données, c'est la différence entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. C'est une mesure de dispersion. Donc, on regarde c'est quoi la plus grande donnée dans notre problème. On regarde c'est quoi la plus petite. On fait la soustraction entre les deux et ça va nous dire est-ce que les données sont dispersées ou sont toutes condensées ensemble. Exemple, dans une école, l'enseignant le plus jeune a 23 ans et le plus âgé a 71 ans, ce qui donne une étendue de 48. Donc, on fait la personne la plus âgée moins la plus jeune et la différence entre les deux, c'est 48 ans. Donc, ça, c'est un exemple. Oui, j'ai déjà vu des profs qui avaient 71 ans, c'est rare, mais ça arrive. Moyenne. La moyenne arithmétique, elle peut être représentée par x avec une barre. C'est la moyenne, c'est qu'on fait la somme des données et on divise par le nombre de données dans notre échantillon. Donc, par exemple, voici l'âge de 10 enseignants. Quelle est la moyenne de leur âge? Je fais ça, plus 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 ça. Et je divise par le nombre de données. Ici, j'en ai une dizaine de données, donc 10 données. Donc, je fais la somme de toutes les données. Je divise par le nombre de données que j'ai. Et ça me donne ma moyenne. Très important de ne pas arrondir une moyenne. 42,9 ans, c'est pas une moyenne de 43 ans, c'est une moyenne de 42,9 ans. Donc, on arrondit, vous gardez au moins 2 ou 3 chiffres après la virgule. Donc, très important de ne pas trop arrondir une moyenne. C'est mieux de garder en moyenne avec des nombres décimales. Je sais que parfois, dire ceux qui ont déjà entendu parler du taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants qu'une femme a dans sa vie en moyenne. Mettons un taux de fécondité de 1,6 enfants, ça ne veut pas dire que les femmes produisent un enfant, puis qu'après ça, ils produisent un 60% d'un enfant. Ça ne veut pas dire qu'ils produisent un enfant, puis après ça, le deuxième enfant, c'est juste une moitié d'enfants morts qui sort. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne, il y a des femmes qui en font 1, il y a des femmes qui en font 2, il y a des femmes qui en font 3, il y a des femmes qui en font pas. Et si on fait la moyenne, ça donne 1,6 par exemple. Donc, c'est important de garder le chiffre à virgule quand on pense une moyenne, parce qu'un pays qui aurait un taux de fécondité de 1,6%, 1,6 pardon, et l'autre pays qui aurait un taux de fécondité de 1,4, mais le pays à 1,6 fait beaucoup plus d'enfants que le pays à 1,4. Donc, c'est ça le principe. Maintenant, on a pas mal fini la théorie sur les statistiques. Donc, voici ce que je vous propose de faire. Quelques exercices pour vous pratiquer. En PDF dans Classroom, je vais avoir mis le document. Sinon, vous pourrez cliquer ici. OK? Donc, si on clique ici, vous allez avoir plusieurs exercices comme ça. Ces exercices viennent du cahier Sommet. Donc, les élèves en accueil, vous avez déjà le cahier Sommet. Les élèves en Sciences 2.0, je vous ai mis le document en PDF pour que vous puissiez vous pratiquer à faire les exercices. Donc, vous avez des exercices que vous pouvez faire pour vous pratiquer. Quand vous avez l'impression d'avoir bien compris, dans la section questionnaire de Classroom, il y aura un questionnaire appelé les statistiques que je vous demande de remplir pour voir si vous avez bien compris. Donc, votre priorité, bien comprendre la théorie, vous pratiquez un peu, puis quand vous sentez que vous êtes prêt, vous faites le questionnaire. Donc, bonne journée, bonne semaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Cette semaine, je vais faire une ou deux périodes de réponses aux questions en live sur Google Meet. Donc, bonne journée, à la prochaine.